Adi chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab dans mon atelier pour essayer de répondre à une question assez récurrente qui m'est posée par des golfeurs, souvent par email. Quand doit-on faire un fitting? Pourquoi? Quand, pourquoi, finalement les deux questions se rejoignent. Alors, la réponse à cette question n'est pas gravée dans le marbre. Enfin, je veux dire, ici, effectivement, et c'est là que prend sens mon métier de clubmaker indépendant, clubfitter, c'est que justement, la réponse va déjà être quelque part du sur-mesure. Je vais essayer de mieux comprendre le cas de figure de ce golfeur et d'essayer donc de lui dire pourquoi, peut-être, il serait avisé de faire un fitting. Bon. Mais je pense que dans cette vidéo, il est intéressant quand même de cadrer le débat. J'y ai pensé ce matin et j'en suis ressorti avec trois catégories, trois familles ou cas de figure dans lesquelles on peut se poser la question de faire un fitting. Première catégorie, premier cas de figure, le cas de matériel, on va dire, très usé ou voire obsolescent. Bon, et ça j'ai le cas dans mon atelier de temps en temps. Voilà, des golfeurs qui viennent avec du matériel vieux et vraiment usé, bon, en bout de piste, cas intéressant. Le deuxième, le plus fréquent, ça c'est le plus fréquent évidemment, la grande majorité des golfeurs qui viennent me voir, évidemment, sont en quête de performance ou ont perdu, je dirais, une partie de leur confiance dans leur golf. Donc on en parlera, donc le cas de la performance, de baisse de performance. Et le troisième cas, qui va être le plus difficile à répondre, mais je vais essayer de donner une réponse. C'est un cas intéressant, c'est un cas bien particulier du golfeur ou d'une golfeuse qui est en phase de construction ou plutôt de reconstruction de son swing. Typiquement, il y a 3 jours, c'était le cas de ce golfeur qui m'a écrit. J'ai arrêté le golf pendant 10 ans pour raisons professionnelles, je m'y remets, je prends des cours. Doit-on se rencontrer pour un fitting? Ou est-ce que je dois attendre d'avoir retrouvé mon niveau d'il y a 10 ans? Voilà, c'est une question vraiment qui n'est pas si simple à répondre. Alors bon, je vais essayer de prendre ces trois cas de figure et vous donner sincèrement mon avis sur la question. Alors le premier scénario, c'est le cas de clubs usés, voire obsolescents, mais le cas aussi, sans doute le plus intéressant pour une personne qui vient me voir, c'est le cas effectivement à l'atelier de l'observation des specs du matériel joué actuellement par le golfeur et s'apercevoir parfois, heureusement c'est rare, mais ça arrive. J'ai fait une vidéo à ce sujet, attention aux specs, je mettrai le lien en bas de celle-ci. Le cas où, bon, c'est un problème d'usinage qui arrive sur toute marque confondue, sur certains modèles. Les exemples, je les ai cités, mais allons-y brièvement. Très récemment, j'ai eu un golfeur encore qui ne comprenait pas pourquoi il faisait la même distance avec, je crois, de mémoire, son 54 et son 50, gap wedge et sandwedge. Bon, quand on a mesuré les lofts à l'atelier, il s'est avéré que le gap wedge faisait 53 et le sandwedge 54 ou 55. Enfin bref, l'écart était tellement resserré entre ces deux wedges que oui, il n'y avait pas un gap de distance entre les deux. Problème résolu en 5 secondes. Le cas aussi qui m'arrive, j'en ai parlé dans cette fameuse vidéo, de drivers notamment, parce que c'est vraiment sur les drivers que je suis confronté à ces cas de figure et je ne sais pas quoi dire. Je veux dire des drivers qui ont des problèmes de loft, qui sont annoncés pour 10 par exemple, 10,5, et que je mesure à 12, 13, 14 voire plus. Bon, et là tout de suite pareil, on comprend pourquoi le golfeur a des problèmes de trajectoire, si on le compare à son bois 3 par exemple. Je ne comprends pas, je fais la même distance qu'avec mon bois 3. Ben oui, vous avez quasiment le même loft, donc voilà. Et le cas aussi malheureusement très intéressant, mais qui est vrai, qui est véridique, de phases de driver qui sont ouvertes. Pour une raison que j'ignore. Comme ça a été fabriqué comme ça, et ouvert de 4, 5, 6, 7 degrés. Et le golfeur qui vient me voir en me disant je comprends pas, je fais que du fade, je fais que du slice avec ce driver. Bon ben, c'est sûr qu'avec une face ouverte de 7 degrés, à moins de trafiquer la face à l'adresse,
on ne peut faire que, a priori, que des trajectoires à droite. Hein. Donc ça, bon, le fitting, vous voyez, il est très très rapidement bouclé. Et ce que je dis dans ces cas-là, c'est que à la fameuse question quid du bénéfice d'un fitting de venir vous voir vous plutôt qu'un autre, je dis ben moi on passe par la case atelier, elle est obligatoire. On mesure tous vos clubs actuels et on va probablement tomber pas sur des problèmes. Parfois oui, sur des problèmes, mais on va s'apercevoir que on peut mieux faire. Voilà, on peut optimiser. C'est le cadre de l'optimisation des clubs. Alors je reviens au cas de l'usure des clubs et de l'obsolescence. Bon, ici je vais pas m'appesantir, mais on le sait, les fers s'usent beaucoup plus vite que putter et bois, de par leurs matériaux, de par la fréquence avec lesquelles on les tape. Le cas des wedges est le plus prononcé. C'est sûr que les wedges, je lisais une étude encore ce matin, une étude assez récente, qui a montré qu'en moyenne, un wedge qui a été utilisé pendant 3 ans, voilà, par un golfeur, on va dire moyen, entre guillemets, perd 2000 rotations par minute, 2000 RPM. C'est à peu près 25% du taux de backspin qu'on peut mettre avec un wedge neuf. Donc oui, 25% c'est beaucoup. Donc c'est vrai que les wedges, il faut être particulièrement méticuleux. Moi je vais vous dire dans mon cas précis, alors je sais, c'est facile à dire quand on est club maker, mais je me suis fabriqué un wedge pour m'entraîner. Voilà, sur lequel j'ai pas peur de taper sur des cailloux s'il le faut, etc. Dans du sable dur, bon, enfin bref, j'ai pas peur de l'abîmer. Et puis un wedge que je conserve pour les parcours et la compétition. Voilà, ça je pense que si vous avez un vieux wedge chez vous, c'est une idée, plutôt que le vendre 30 ou 40 euros sur le bon coin. Alors, je vous conseille de vous entraîner avec, en faisant en sorte qu'il ait à peu près les mêmes specs que l'autre wedge qui sera dans votre sac, évidemment, le même grip, le même poids, la même taille, etc. Ça c'est intéressant, voilà, parenthèse. Alors le cas des wedges, voilà, effectivement, qui s'usent très très vite. Les fers, il y a le débat, qui n'en est pas un, mais voilà, le vieux débat entre le moulé et le forgé. Bon ben, vous voyez ici, j'ai à côté de moi une barre pour tordre les lofts et les lies des fers. Il est évident que le forgé est beaucoup plus doux que le moulé et se tord beaucoup plus facilement. Je veux dire, pour un golfeur qui a besoin d'avoir des lies flat, upright, très ajusté, le forgé, parfois c'est la seule solution. C'est pas tellement que j'ai envie de vendre du forgé à tout prix, mais un golfeur qui a besoin de l'ail 3 ou 4 degrés flat, par exemple, ben oui, ça sera beaucoup plus facile à faire avec du forgé. Voilà, donc ça c'est le gros avantage du forgé, de pouvoir être tordu à l'infini. L'inconvénient, c'est que ça s'use un peu plus vite que le moulé, puisque le forgé, c'est des matériaux beaucoup plus doux. Donc quand on prend un caillou, ben, c'est sûr que ça se voit beaucoup plus que sur du moulé. Voilà. Sur les bois, pas grand chose à dire. C'est sûr que c'est des matériaux ultra résistants, titane, etc. qui s'usent quasiment pas. Après, c'est la peinture qui s'écaille, etc. C'est pas très joli, mais ça, c'est un autre débat. Mais en termes de performance pure de la tête, non, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Par contre, le cas de l'obsolescence, ça, c'est différent. C'est sûr qu'à l'atelier, j'ai parfois des golfeurs qui viennent avec des clubs qui ont plus de 10 ans. Et Dieu sait que j'adore moi les vieux clubs. Hein. J'adore les vieux clubs ici par exemple. Et dès que je peux, j'essaie de... Moi j'aime beaucoup garder des vieilles têtes si on peut le faire et les remettre au goût du jour, les rétrofiter. Là j'ai un vieux wedge à côté de moi. Je sais pas de quelle époque il date celui-là, mais ça c'est un Mitsushiba. Voilà, que j'ai repeint en plus, c'est pour un espagnol. D'où le rouge et le noir. Ah, vous voyez, c'est un très beau wedge qui a été très très peu joué. Enfin, je veux dire, les rainures sont comme neuves. Ah, quand j'ai vu cette tête, moi j'ai dit au golfeur, regardez-le, regardez cette tête, elle est fantastique. Bon, par contre, on va changer le shaft, on va changer le grip, l'équilibrage, etc. Et on repart avec un wedge superbe, unique, rétrofité. Voilà. Donc, mais c'est bon, ça c'est un cas assez rare. Le cas quand même le plus fréquent, c'est de golfeurs qui ont vraiment du matériel, on va dire, obsolète. Alors, là, ça serait peut-être une autre vidéo, faire un petit peu l'histoire des têtes. Hein. C'est surtout les shafts quand même qui ont vraiment pris un coup, je dirais, en l'espace de 10-15 ans. Quand je vois à l'atelier des shafts que je connais désormais, hein, des années 80-90, qui sont pour moi, pour certains, des véritables baramines. Donc là, je dis au golfeur, monsieur, qui a beau avoir marqué régular sur votre shaft, je peux vous garantir que c'est pas du régular dans le sens où on l'entend aujourd'hui, pas du tout. Enfin, c'est une baramine, quoi.
c'est très dur comme shaft. À l'époque, la mode était de faire des torques très faibles. Voilà, sur certains shafts. Bon, c'est plus du tout la mode aujourd'hui. Hein. Bon, et pour certaines raisons évidentes. Voilà. Donc ça c'est un cas de figure intéressant. Moi, encore une fois, dès que je peux, en tout cas, j'essaie de voir ce qu'on peut faire. Il y a des cas où c'est impossible. Récemment, j'ai eu le cas d'un golfeur qui avait des vieux TaylorMade des années 80, je pense. Les têtes étaient franchement très propres, mais le diamètre de la tête et des shafts n'existe plus aujourd'hui. Donc j'y serais peut-être arrivé, mais ça aurait été très compliqué de rétrofiter ces clubs. Voilà. Donc, voilà pour le premier scénario. Alors ensuite, le deuxième scénario, comme je le disais, c'est le plus fréquent. C'est le cas du golfeur qui vient me voir pour un fitting en quête de performance. En quête de performance avec deux scénarios précis. Le premier, le cas du golfeur dont la performance a baissé. Typiquement, qui s'aperçoit qu'il perd en distance par rapport à ses amis avec lesquels il est habitué à jouer. Voilà. D'année en année, il a perdu des mètres. Donc, question, est-ce que je peux retrouver ces mètres perdus avec du nouveau matériel ou avec du matériel mieux fité? Bon, alors il y a la distance, mais il y a pu y avoir des problèmes de dispersion. Voilà, tiens, tout d'un coup, un golfeur qui se met à avoir des trajectoires trop à droite, trop à gauche, des balles trop basses, des balles trop hautes. Problèmes de performance aussi, voilà, des problèmes de socket, des problèmes de gratte, enfin de top, etc. Bon, donc des problèmes de contact de balle et de trajectoire. Bon, donc ça c'est un cas assez récurrent qui est très intéressant et qu'il va falloir sectoriser bien souvent les wedges, les fers, les bois, hybrides, drivers, etc. Et essayer de dresser un bilan au cas par cas. Et puis après, il y a le deuxième scénario du golfeur qui joue déjà très bien et qui veut jouer encore mieux. Bon, ça c'est très rare hein, entre nous, mais ça m'est arrivé. Je songe à un golfeur que j'ai vu le temps passe vite, mais je pense que c'était il n'y a pas plus tard qu'un mois. Très bon joueur qui vient me voir pour son driver, qui voulait changer de driver. Et voilà, j'ai passé, je pense, un peu plus d'une heure avec lui. Et là, on est au cœur de ce qui rend mon métier vraiment extrêmement passionnant. C'est-à-dire que il faut arriver à faire la part des choses entre est-ce que c'est une erreur de swing ou est-ce que c'est une erreur de matériel. Enfin, est-ce que c'est le swing qu'il faut peaufiner ou est-ce que c'est les clubs? Grand débat. Et dans le cas particulier de ce golfeur qui était venu il y a un mois, je lui ai dit, je suis très mauvais commerçant, mais ce que je vois avec mon radar, entre autres, c'est que vous avez un angle trop descendant avec votre driver. Donc on peut, si vous voulez, on peut passer un peu de temps. On va changer la posture, on va pas changer le swing, on va juste changer un petit peu la posture et voir si ça vous fait gagner un petit peu en chemin de club avec un chemin, donc un angle d'attaque plus remontant. On le sait, au driver, un angle d'attaque plus remontant est préconisé. Et oui, au bout d'une heure, on est passé de -1 descendant à +2. Je crois que ça lui avait fait gagner 8 mètres à peu près, 8 mètres de carry, ce qui était énorme, 8-10 mètres de carry, enfin, avec la roule, etc. Taux de spin à la baisse, oui, plus de roule et plus de carry. Donc, conclusion du fitting, bah, monsieur, voilà, pour moi, votre swing, il est très bien. Votre driver actuel, il est très bien, il n'y a pas besoin de le changer. Je pense pas pouvoir l'améliorer. Par contre, voilà, je vous ai montré un petit peu comment passer de -1 à +2. Et ça vous fait gagner 8 mètres. Donc voilà, donc ça c'est la partie intéressante de mon métier, l'honnêteté, l'analyse et l'honnêteté. Voilà, de dire aux golfeurs, c'est pas votre putter, c'est pas ça qui pose problème, c'est plutôt effectivement votre swing ou votre posture, etc. Voilà, alors soit j'arrive à l'aider parce que c'est une réponse assez simple, que j'ai les chiffres sous les yeux. Soit effectivement, je préconise aux golfeurs d'aller prendre des cours de golf avec un professeur. Voilà. Donc ça c'est le deuxième scénario, la quête de la performance. Alors, pour conclure là-dessus, la question qu'on peut se poser, que vous pouvez vous poser, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, est-ce que un changement de matériel peut justement améliorer la performance?
Et là, je ne peux rentrer que dans mon cas personnel. Je ne connais pas le cas des autres fitteurs, etc. Enfin, mais donc, moi, je peux vous dire que ce que j'entends, enfin, les retours que j'ai. Et en toute honnêteté, je ne peux que dire que oui, la grande majorité des golfeurs qui sont venus me voir avec une problématique de performance sont repartis très contents, très contents. Et après, il y a une portion de golfeurs qui ont l'honnêteté de me dire que non, ça n'a pas changé grand-chose. Et de golfeurs mécontents, j'en ai jamais eu, très sincèrement. Peut-être un, en 10 ans, voilà. Mais qui avait pas placé la barre trop haut. Donc non, de toute façon, si je fais ce métier, c'est parce que je vois que ça marche, je vois que ça apporte quelque chose. Et puis, conclusion aussi importante, faut pas focaliser que sur la distance et la dispersion des coûts et de ce que peut apporter un nouveau matériel. Moi, très souvent, ce qu'on me dit, c'est que le golfeur se fatigue moins, beaucoup plus de confort de jeu, plus agréable. Enfin, voilà, les 18 trous se passent beaucoup mieux qu'avant. Donc, en termes de régularité, en termes de sensations, partie à ne pas négliger, le fitting ou le rétro-fitting peut apporter quelque chose au golfeur.